Les élections peuvent-elles encore être organisées dans les délais, de manière consensuelle et crédible? L'appui des partenaires internationaux protégera-t-il les résultats des manigances politiciennes? Face à face spécial en direct du G20 à Rome, ce lundi 1er novembre, après le journal de 19h. Je reçois Fabio Bargacchi, fondateur et directeur exécutif du Centre européen d'appui électoral. Des élections en 2023, des élections crédibles, différentes de celles organisées en 2018. Est-ce possible en République démocratique du Congo? Pour en parler avec nous, je reçois M. Fabio Bargacchi. Vous êtes le président du Centre européen d'appui électoral. Bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais juste savoir si la République démocratique du Congo, au regard de son processus de désignation des animateurs de la CENI, est sur la bonne voie. D'abord, merci beaucoup pour m'inviter et aussi pour pouvoir exprimer notre opinion sur le processus qui vient de s'achever, en sachant que les semaines passées, on a eu la possibilité de mener une mission d'identification et formulation des besoins à Kinshasa, où j'étais accompagné par la présidente de notre comité stratégique, Madame Joëlle Mequet, l'ancienne Première ministre adjointe de la Belgique, et aussi par l'ancien ambassadeur de l'Union européenne, Filiberto Ciriani-Sebregondi, où on a eu la possibilité d'interagir avec tous les parties prenantes. Et donc, maintenant, on salue avec satisfaction le fait que la nouvelle CENI, le nouveau bureau de la CENI, a été entériné et que déjà la reprise a été faite, vu que le calendrier électoral commençait à être un peu étroite si la CENI ne prenait pas pleine fonction. Mais si vous dites un peu étroite, ça veut dire que c'est encore possible? C'est tout à fait encore possible. Selon l'expérience internationale bonne pratique qu'on a pu, nous, au Centre européen d'appui électoral, aussi observer et assister dans plus de 50 pays en Afrique et en Moyen-Orient, y inclut la RDC. Et donc, oui, c'est encore possible, vu qu'il y a une CENI maintenant en pouvoir. Et je crois que les plans, surtout pour la planification du fichier électoral, des opérations sur le fichier électoral, sont en train d'être faites. Parlons d'abord du Centre européen d'appui électoral. Vous avez appuyé 50 pays déjà? Tout à fait. En Afrique? Et Moyen-Orient et aussi en Asie du Sud-Est. Et en Asie du Sud-Est. Que signifie appui électoral? Appui électoral, ça signifie accompagner les différents parties prenantes dans leurs tâches, dans leur propre pays. Et donc, ce qui est important de souligner, c'est que nous, on travaille pour faciliter la coopération en matière électorale entre l'Union européenne, les pays membres de l'Union européenne et les pays bénéficiaires partenaires de l'Union européenne et des pays membres. Dans ce cas, on espère de pouvoir amener notre expérience comparative aussi en RDC pour les différents parties prenantes organiser leurs propres élections. Ce qui est important, c'est que nous, on est là pour appuyer et comme Centre européen d'appui électoral et en faisant assistance électorale, on n'est pas là pour observer les élections. Appuyer, que signifiez-vous? Appuyer, soutenir, expertise, Tout à fait. Organiser? Donc, il y a différentes façons d'organiser un appui. Ça dépend aussi des parties prenantes. Ça peut être la commission électorale, ça peut être les médias, ça peut être la société civile, ça peut être les instances de la justice qui s'occupent du contentieux électoral, ça peut être les forces de sécurité, par exemple. Donc, prenons le cas d'une commission électorale qu'on a eu la possibilité d'appuyer dans le passé. Donc, quelquefois, on appuie dans les opérations électorales, dans la planification des opérations électorales, dans la budgétisation d'un processus électoral, sur les fichiers électoraux, sur l'éducation civique, sur tout ce qui sont les opérations du jour électoral et sur la transmission des résultats. On travaille aussi dans une façon plus horizontale avec les différents parties prenantes dans un contexte de développement de capacités et aussi d'échange d'expériences comparatives sur les aspects
crucial dans le processus électoral, ça veut dire le rôle de leadership dans la gestion et la mitigation des conflits électoraux pour justement la stabilité dans un pays et dans un contexte de médiation dans le processus électoral une fois qu'on arrive justement à la proclamation des résultats. Ça, c'est des questions extrêmement importantes qui nous ont amenés à mettre en œuvre ce type d'activité avec des formations en cascade dans les différents pays où on a travaillé, surtout sur les questions de leadership et gestion des conflits électoraux. Par contre, par la RDC, pendant le Covid, on a eu la possibilité, à travers un financement italien, de pouvoir former à distance les staffs, les cadres de la CENI, justement sur ce type d'aspect, un leadership et gestion de conflits, des budgétisations du processus électoral, opérations électorales, sécurisation des élections. Et donc, on espère que maintenant, la situation avec la pandémie, ce n'est pas résolu du tout au niveau mondial, mais c'est beaucoup amélioré dans les mois passés. On espère maintenant de pouvoir venir et appuyer en présentiel ce qu'on a déjà commencé à faire à distance dans le contexte du Covid. Je voudrais m'arrêter sur le principe. Vous êtes le Centre européen d'appui électoral. Tout à fait. Vous êtes l'Union européenne? Non, nous on est en fondation sans but lucratif des droits belges qui a été établie par un certain nombre de praticiennes électorales d'appui à la démocratie dans le monde en 2010 qui justement facilite et mettre en œuvre des activités pour la coopération en matière électorale entre l'Union européenne, pays membres de l'Union européenne qui sont nos majeurs bailleurs de fonds et les pays bénéficiaires partenaires de l'Union et de ses pays membres. Vous êtes l'expertise de l'Union européenne en matière électorale? On n'est pas l'expertise officielle de l'Union européenne en matière électorale. Mais quand on dit que l'Union européenne appuie ou soutient un processus électoral, elle le fait par aussi à travers nous, donc dans 50 pays, comme je disais, et plus, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, mais aussi il le fait justement à travers les bureaux des Nations Unies, les différentes agences des Nations Unies, avec notre organisation qui s'appelle Institut international de la démocratie et assistance électorale basé à Stockholm, en Suède, et aussi avec l'Organisation de la sécurité et coopération en Europe, et aussi à travers, quelquefois, l'Institut pour la démocratie soutenable en Afrique. Vous intervenez en Afrique, au Moyen-Orient. Pourquoi seulement dans ces pays, des pays plus développés ont aussi besoin de votre soutien pour toute l'expertise que vous avez, quand on voit notamment récemment les États-Unis qui accusaient ou accusent encore la Russie d'être intervenue ou d'avoir voulu tronquer les résultats. De votre expertise, seuls les pays, on va dire, développés ou pas traditionnellement démocratiques ont besoin? Non, en effet, ce qui se passe, c'est qu'il y a une certaine division géographique en ce qui concerne les acteurs de l'assistance électorale et aussi de l'observation électorale, en sachant que dans les pays de l'Organisation pour la sécurité et coopération en Europe, donc tous les pays de l'Est Europe des Balkans, il y a une activité qui se fait d'observation et d'assistance électorale pour tous les pays membres. Et donc, pour vous faire un exemple, en Italie, où on est aujourd'hui, aux États-Unis ou dans des autres pays, il y a des missions d'observation électorale de l'OSCE qui se déploient. Par contre, elles ne sont pas extrêmement visibles. Et donc, ça ne revient pas trop à la une qu'il y a ces missions d'observation électorale. Par contre, une chose très importante, et c'est pour ça que je vous remercie de cette question, qu'elle est très pertinente, c'est que l'assistance électorale et aussi l'observation électorale, ça se fait sur demande officielle des autorités gouvernementales et électorales dans un certain pays. Et donc, on n'arrive pas justement, parce que les élections sont c'est un exercice souverain, donc on va appuyer dans un pays où il y a une demande qui est faite à nous, comme fondation sans but lucratif, pour appuyer, parce qu'on est spécialisé dans ces processus, mais surtout à nos bailleurs de fonds, l'Union européenne et les États membres, dans notre cas plutôt l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Autriche, le Danemark, l'Irlande et le Luxembourg, dans des autres cas, des autres bailleurs de fonds. Et comme je disais,
au niveau mondial, il y a 3-4 organisations Comme la vôtre. comme la nôtre qui mettent en œuvre l'assistance électorale et, comme je disais, bien entendu les Nations Unies, International IDEA, EISA et l'EEC. Vous n'agissez que sur la demande des États. Tout à fait. Et donc, vous êtes à la solde de ces États. Pas du tout. L'ancien président Bongo du Gabon disait un État n'organise des élections que s'il est certain de les gagner. Vous venez en soutien à ceux qui veulent gagner les élections. Pas du tout. Donc nous, on vient en soutien d'un processus électoral. Et donc ça veut dire que oui, il y a la demande des États, et la demande souvent n'est pas formulée à travers nous. La demande est formulée aux partenaires de cet État en question. Ça veut dire que les pays en question font une demande officielle à l'Union européenne, à l'Union européenne, aux pays membres de l'Union européenne, aux États-Unis, aux différents potentiels bailleurs de fonds, de partenaires dans un processus électoral. Donc vous avez certainement noté qu'à la suite de la proclamation, en effet, de la nouvelle CENI, du bureau de la CENI, il y a eu une déclaration conjointe des partenaires des bailleurs de fonds de la RDC qui ont manifesté quelques concerns sur le processus qui n'a pas été tout à fait consensuel, mais je crois qu'ils ont bien répondu à l'appel du chef de l'État pour pouvoir venir à observer les élections et appuyer, accompagner le processus. Donc je crois qu'il y a eu une ouverture très importante. Ils ont bien dit à la fin de leur communiqué qu'ils sont en train d'étudier les possibilités pour accompagner le processus, qui ça veut dire assistance électorale. Dans ce contexte, maintenant, il y a eu cet appel et cette réponse. Donc je crois que maintenant les mécanismes vont se mettre sur place pour éventuellement formaliser cette requête du gouvernement. Une requête qui doit venir du gouvernement congolais. Tout à fait. Aux différents bailleurs, communauté internationale. Tout à fait. En 2018, on dit que la communauté internationale était très absente. On a d'ailleurs beaucoup contesté les résultats publiés. Aujourd'hui, dans le processus de 2023, la communauté internationale dans son intégralité, même ceux qui hier, on parle notamment de l'Union européenne, étaient contre le mode de désignation de Denis Kadima, cette communauté internationale est prête à participer. Je crois que leur communiqué était extrêmement clair. Bien entendu, ils ont manifesté quelques concerns qu'ils ont eu dans ce processus. On va y revenir. Tout à fait, c'est très important d'ailleurs, mais ils ont ouvert la voie à considérer de forme très attentive l'appel qui a été fait très clair du chef de l'État. Alors vous avez dit que vous n'agissez que sur la demande des États ou à l'appel de vos bailleurs de fonds. Alors moi je voudrais savoir, puisque vous avez cité 50 pays, je voudrais vous en citer 4, savoir si vous y avez déjà travaillé. Les pays que je cite, c'est le Rwanda, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry et Congo-Brazzaville. Est-ce que vous avez déjà œuvré dans ces 4 pays? Dans les 4 pays en question que vous avez cités, on a travaillé longuement en Guinée-Conakry, si je ne me trompe pas, de 2014 jusqu'à 2017. Donc on n'a pas travaillé dans les dernières élections parce que je crois que l'Union européenne n'a pas appuyé ce processus électoral. Guinée jusqu'en 2017 parce que l'Union européenne est tombée en désaccord avec ce qui s'y passait. Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, on n'a pas eu la possibilité de travailler dans un contexte des pays. Parce que je voulais mentionner qu'on a aussi des accords, par exemple avec l'Union africaine, et on a des projets continentaux et régionaux de développement de capacités. Et dans ces contextes, donc on a eu à travailler avec la CEDEAO, donc avec les réseaux des commissions électorales de la CEDEAO, avec les réseaux des commissions électorales de l'Afrique australe et l'Afrique centrale. Dans ce contexte de développement de capacités et partage d'expériences, et surtout par les pairs qui ont nous une facilité, on a pu travailler justement avec la Côte d'Ivoire. Donc, jusqu'à la Côte d'Ivoire, jusqu'à la dernière élection. Les Côte d'Ivoire, on a eu ce projet d'appui aux commissions électorales de l'Afrique de l'Ouest, et donc jusqu'à 2019, on a eu des activités avec ces réseaux pour pouvoir organiser des formations, par exemple sur l'utilisation
des nouvelles technologies de l'information et quel impact ils ont dans un processus électoral ou sur les questions d'inclusion des femmes et des jeunes, mais pas sur les pays spécifiques. C'était développement de capacités dans un contexte régional. Donc sur la Côte d'Ivoire, les dernières élections, vous n'avez pas assisté, vous n'avez pas observé, vous n'avez pas été partie prenante, il n'y a pas eu de demande pour ça? Pas du tout, pas en ce qui concerne les centres européens d'appui électoral, en sachant que, comme je tiens à répéter, nous, on ne fait pas observation électorale. Par exemple, dans le contexte de l'Union européenne déploie des missions d'observation électorale qui sont indépendants et qui répondent à l'Union européenne. Nous, on ne travaille pas, on interagit bien entendu avec ces missions et on essaie de faciliter les dialogues entre l'Union européenne, ses pays membres et les pays en question sur les recommandations des missions d'observation électorale. Mais nous, on ne fait pas l'observation. J'ai bien compris, vous êtes plutôt à l'organisation et au soutien à l'organisation et pas à l'observation. J'ai cité la Guinée, j'ai cité la Côte d'Ivoire, je continue. Rwanda, jamais. Jamais. Jamais travaillé. Jamais travaillé. Nous, on n'a jamais travaillé au Rwanda, comme je répète. Comme soutien à l'organisation des élections. Nous, on n'a jamais travaillé. Je crois qu'au niveau européen, je ne suis pas sûr, pour dire la vérité, je devrais me renseigner et revenir vers vous. Dans le passé, moi, j'ai été aussi le coordinateur de la Joint Task Force que j'avais contribué à établir entre l'Union européenne et les Nations Unies, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Et dans ce contexte, dans le passé, mais je parle d'il y a déjà plus de 10 ans, parce que j'ai établi ECES donc en 2010. Électoral, oui. Tout à fait. Et donc, avant 2010, je me rappelle qu'on avait mis sur place un panier commun de PNUD pour appuyer les élections. Mais ça date d'un certain moment, je n'ai pas tout le renseignement des dernières activités de l'Union européenne et des pays membres dans le processus électoral au Rwanda. Congo-Brazzaville? Jamais travaillé au Congo-Brazzaville. Particulièrement pas aux dernières élections? Jamais. Pourquoi je vous pose la question? Parce que ces 4 pays ont des présidents à 3e mandat. Ce que l'Union européenne officiellement n'appuie pas et n'accompagne pas. Est-ce qu'on peut dire que la donne assistance de l'Union européenne est une garantie à la tenue de bonnes élections? Je crois que l'activité, et ça c'est mon opinion personnelle bien entendu, comme je vous ai dit, j'ai eu la possibilité de travailler dans des délégations de l'Union européenne et aussi au quartier général de l'Union européenne avant de monter les centres points d'appui électoral. Mais moi je crois que ce qui est très important, c'est de savoir qu'en effet ce type d'activité que l'Union européenne et ses États membres financent, mais aussi les États-Unis et des autres partenaires qui croient dans le développement démocratique, s'en sert dans ce qui est le dialogue politique. Et donc dans ce dialogue politique, souvent, dans le contexte de l'Union européenne et ses États membres, il y a des clauses, si on veut, pour la coopération au développement, pour un respect des droits de l'homme, d'état de droit et de la démocratie, voire les premières étapes qui ça peut arriver, c'est le plus important, mais ce n'est pas les seuls, bien entendu, sont les élections. Après, il y a beaucoup des autres aspects, justement, qui touchent à l'état des droits, à la bonne gouvernance, et donc, ces appuis aux processus électoraux s'inscrivent dans ce qui est le dialogue dans un contexte politique, dans un contexte de coopération avec les partenaires de l'Union européenne. Et dans le respect des principes que l'Union européenne défend. Bien entendu, qui sont le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de bonne gouvernance, dans un état de droit préétabli. Et c'est là qu'on arrive à la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que la République démocratique du Congo, qui devrait organiser ces élections très bientôt, pour que ces élections soient plus crédibles, plus transparentes, a tout intérêt à signer et à se conformer à ces règles? Non, moi je crois que n'importe quel pays, y inclut les miennes, l'Italie, donc a l'intérêt en effet à avoir un dialogue dans les questions électorales avec ses propres partenaires. Comme je disais, ici dans le contexte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'Italie reçoit des missions d'observation électorale, des missions d'assistance ou d'échange par les pairs.
Et donc, la RDC ou n'importe quel autre pays a tout à fait l'intérêt à s'ouvrir à cet échange qui sont toujours bénéfiques, en sachant que les élections sont un exercice souverain. Et donc, c'est aux autorités électorales, en ce cas, à prendre en charge ou pas les conseils qui viennent de l'assistance électorale sous les différents aspects d'un cycle électoral. Donc, je crois que l'appel du chef de l'État a été très clair, je crois, en ce qui concerne l'invitation pour des missions d'observation électorale, Union européenne et autres, et aussi pour l'accompagnement au processus électoral. La réponse des partenaires de la RDC, qui n'étaient pas seulement l'Union européenne et les pays membres, c'était beaucoup plus large. Je crois que c'était la totalité des bailleurs et partenaires potentiels, a été aussi positive. La participation de l'ECAIS, la participation d'appuis internationaux crédibilise, selon vous, ou sécurise les prochains résultats? Bien entendu, ma réponse ne peut pas être très objective parce que nous, on croit vraiment à ce qu'on fait. Moi-même, j'ai quitté, comme je vous disais, le poste de coordinateur de la Joint Task Force entre la Commission européenne et les Nations Unies pour pouvoir monter ECAIS et pour pouvoir en effet donner un mécanisme de mise en œuvre alternatif ou innovatif en ce qui concerne ce qui peut être la coopération entre Union européenne, pays membres et ces pays partenaires. Dans ce cas, la RDC. Je crois n'importe quel pays, y inclut la RDC, a des bénéfices très importants à s'ouvrir à l'assistance, et je dirais même pas à l'assistance, à l'échange d'expériences comparatives avec des autres partenaires, surtout des organismes spécialisés comme ça peut être ECAIS, IDEA, EISA, les Nations Unies et tout le reste, et des autres organisations, notamment américaines, IFS, NDI, IRI, pour pouvoir justement amener cette expérience comparative aux différents parties prenantes ici et qu'eux la prennent en considération ou pas pour organiser leur propre élection. Parlons technique, je sais que là on arrive sur votre spécialité, vous êtes plus expert que moi, vous avez beaucoup parlé des partenaires internationaux, moi je vais vous ramener à une déclaration, à un communiqué de presse de Jean-Pierre Bemba, qui est le président d'un des principaux partis, hier dans l'opposition, aujourd'hui dans la majorité, mais qui était très critique au début quant à la désignation de Denis Kadima. Lui dit que les hommes, la désignation certes s'est mal passée, mais ce qui importe le plus, c'est que la CENI fasse normalement son travail. Et il parle notamment de loi électorale. Selon vous, qu'est-ce qui doit être changé dans la Commission électorale nationale d'indépendance congolaise pour que les prochaines élections ne soient pas l'apanage d'un seul homme, Denis Kadima, et soit réellement aux normes internationales de bonne gouvernance et de transparence quant à l'organisation et à la publication des résultats? Merci, ça c'est une question très pertinente et je suis très content de pouvoir répondre parce que n'importe quel pays, y inclut la RDC, ce qui est important, c'est justement la composition du bureau de la CENI, donc il n'y a pas seulement un président, et l'expérience préalable que cette commission électorale, notamment la RDC ici, a eu pour organiser ses propres élections. Or, en RDC, maintenant les élections se sont tenues depuis 2004, disons, plusieurs fois. Certes, il y a eu des questions opérationnelles, il y a eu des contestations aussi politiques sur les résultats, on les connaît tous. Et maintenant, il y a eu cette impasse qui a pris quand même pas mal de temps pour la nomination du bureau de la CENI. Moi, je crois que maintenant que la CENI est installée, elle aura la capacité de travailler et laissons à côté les opinions des uns et des autres sur la désignation du bureau et surtout de son président Denis Kadima. Moi, comme je le connais personnellement, je peux dire qu'au niveau d'expérience comparative électorale avérée dans les derniers 20 ans, M. Kadima, bien entendu, a toutes les cartes en règle pour pouvoir exercer un leadership en amenant son expérience comparative dans le pays et, très important, ses expériences aussi à interagir
avec les différents partenaires et bailleurs de fonds. Parce que EISA, comme EKES, est financé par les différents bailleurs de fonds, y inclut l'Union européenne. Donc je crois que c'est important. Et EISA que dirigeait Denis Kadima jusqu'ici, qu'est-ce qui doit être fait pour que la CENI soit une véritable commission électorale nationale indépendante? Moi, je crois que la CENI, elle est déjà une commission nationale électorale indépendante. Je crois qu'il y a une professionnalité assez importante dans le cadre de la CENI, qui bien entendu doit être dirigée par le bureau de la CENI. Je crois que toutes les mesures, je m'imagine, que Denis va mettre sur place, ce sont toutes des mesures qui vont aller vers l'inclusivité, vers la transparence et vers les dialogues pour pouvoir arriver à des élections apaisées et surtout en acceptant des résultats que la fois passée ils ont fait l'objet de différentes contestations. Moi je crois que il y a toutes les capacités maintenant de pouvoir en effet travailler convenablement en sachant que dans tous les pays les élections sont un élément quelquefois conflictuel parce qu'il s'agit d'un accès au pouvoir et bien entendu la compétition elle est très acharnée dans tous les pays et surtout dans des pays comme la RDC. Quels sont les principaux points que Denis Kadima devrait poser, que le bureau de la CENI devrait poser pour être au-delà de tout soupçon? Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de l'authenticité des hommes, oui, mais aujourd'hui il y a du soupçon, il y a du doute, il y a la contestation. Comment relever tous ces soupçons? Est-ce qu'il y a quelque chose? On parle de la loi électorale, on parle du fichier électoral. Qu'est-ce qui doit être fait pour rassurer tous les acteurs? Moi, je crois que dans n'importe quel pays, y inclut la RDC, les questions les plus importantes qu'une commission électorale, un organe de gestion électorale doit prendre en considération, c'est justement les opinions des différents parties prenantes sur les aspects, surtout opérationnels, qui ont un impact politique très important. En sachant que l'opération pratiquement la plus importante d'un processus électoral, c'est toujours les fichiers électoraux. Or, en RDC, depuis 2004, donc il y a eu l'établissement et l'utilisation de la biométrie dans l'enregistrement électoral, qui, je m'imagine, ça va s'utiliser aussi dans ce cas. Donc la première opération, c'est montrer une ouverture au dialogue pour les différents partis prenants et compétiteurs politiques en ce qui concerne ces aspects opérationnels. Et je suis sûr que Denis aura bien entendu toute l'expérience et son bagage du passé qui pourra être mis à disposition d'un dialogue permanent en ce qui concerne ces aspects opérationnels qui ont un impact très politique avec les différents partis prenants. Denis Kadima a promis des élections en 2023. Est-ce qu'il a le temps? Est-ce qu'il a les financements indispensables à cela aujourd'hui? Le temps, je crois que vu que la CENI est maintenant en place, le temps, je crois qu'il y a encore assez de temps. C'est un peu étroit, aurait été beaucoup mieux commencer beaucoup plus à l'avant, comme ça peut arriver, on faisait les choses dans une façon un peu plus relaxée. Et vous savez que vous avez évoqué le budget, qu'il y a une relation très étroite entre le temps à disposition et les coûts des opérations électorales. Donc maintenant, à la fin de 2023, il n'y a pas beaucoup de temps encore qui reste, mais je suis sûr, si les opérations commenceront rapidement, ce que je crois que ça va être le cas, il y a encore le temps à disposition pour le faire. Au niveau de la communauté internationale, on dit que quand même, il faut 18 mois, un peu plus de 18 mois pour pouvoir mettre en œuvre des élections comme temps minimal. Donc, au niveau du budget, bien entendu, maintenant, ça dépendra des choix qui vont être faits en ce qui concerne la refonte ou un autre type de mise à jour du fichier électoral. Ça, c'est des choix très importants. Obligatoire, la mise à jour du fichier électoral. Parce que l'ancien fichier électoral, il est devenu désuet, il date d'il y a plus de 5 ans, certains mineurs ne le sont plus, et surtout, il relève de l'ancienne CENI décriée de Corneille Nangaa, qui a
suscité beaucoup de problèmes en 2018. Est-ce qu'en révisant ce fichier électoral, nouveau recensement ou nouvel enrôlement, est-ce que tous les délais critiques, comme aimait à le dire la CENI, sera suffisant? Alors, comme je disais, le fichier électoral, c'est l'opération principale d'un processus électoral pour pouvoir mettre en œuvre un processus d'inclusivité. Comme tous les pays, le fichier électoral doit prendre en compte, bien entendu, les personnes qui sont décédées et les nouveaux majeurs qui sont arrivés dans l'âge de voter. Maintenant, bien entendu, RDC, comme dans des autres réalités, est arrivé dans une situation où il paraît, au niveau statistique, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées à l'âge de voter qui ne seront pas inclus dans ce fichier électoral précédent. Donc, le meilleur choix, c'est toujours le choix qui convienne aux différentes parties prenantes. Parce que, bien entendu, on peut avoir un fichier électoral technologiquement avancé, avec biométrie faciale, IRID, empreinte digitale, mais qui ne fait pas le consensus des parties prenantes et des compétiteurs politiques. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un consensus sur les choix à faire et que donc les gens se sentent à l'aise dans l'opération qui va être mise en place. Je m'imagine qu'il y aura une discussion très rapidement et une décision très rapidement sur les opérations sur le fichier électoral qui sont très importantes pour justement créer du consensus dans les différents parties prenantes et compétiteurs électoraux. On a parlé du temps, on parle des financements. Pensez-vous qu'ils seront... Bon, le gouvernement dit qu'il a l'argent. Pensez-vous que ça devrait être encore de la marge, parce qu'il y a eu quelques scandales lors du précédent processus, de la marge du $1 milliard pour le cycle électoral? Vous savez, nous, on n'arrête pas de répéter dans les différentes formations, échanges par les pairs, meetings qu'on a, que les processus électoraux, les opérations électorales sont des exercices extrêmement coûteux, dans n'importe quelle réalité. Bien entendu, dans une réalité où les transports, la logistique et les opérations sont un défi, comme ça peut être la RDC, les coûts augmentent de forme astronomique. Donc, je crois que le gouvernement et avec la CENI, donc ils vont faire maintenant une budgétisation des élections selon les opérations qui vont être décidées d'être mises en place, surtout dans la question justement des opérations du fichier électoral. Et ça va dépendre de là et du temps à disposition, les coûts qui sera nécessaire, en sachant que, je m'imagine, en partie viendra du gouvernement, et dans les relations entre l'État congolais, le gouvernement et ses partenaires, il y aura, ça peut arriver, un partage des tâches, une contribution, ça peut arriver financière et logistique des différents partenaires, y compris et surtout, bien entendu, les Nations Unies. Vous revenez de Kinshasa, vous l'avez dit. Tout à fait. Aujourd'hui, est-ce que la CENI dispose encore du matériel, dispose d'un capital à ne pas renouveler pour organiser le prochain scrutin? Je crois que justement l'exercice de remise-reprise a concerné surtout la question de l'inventaire de tout le matériel qui existe, qui a été acheté et qui a été stocké dans les différents endroits. Ça, c'est la première opération qu'on fait dans un contexte de remise-reprise. J'avais eu la possibilité d'interagir avec les différents cadres de la CENI dans le contexte de formation, comme je disais, que nous, on a pu faire à distance aussi sur l'opération électorale. Et j'avais cru comprendre que beaucoup de matériel qui avait été acheté auparavant était encore disponible. Il fallait seulement voir l'état sur lequel était stocké et voir si au niveau opérationnel tout ce matériel est bien fonctionnel. On ne sera pas obligé de racheter toutes les machines, notamment les machines à voter. Je m'imagine et je ne pense pas, en espérant que le matériel a été bien stocké et qu'il puisse être fonctionnel, en sachant que, comme on le sait, il y a eu des contestations en ce qui concerne les résultats des élections en 2018.
mais je n'ai pas entendu de critiques en ce qui concerne le fonctionnement des machines électorales des différents partis prenants, tout confondu, pendant notre mission à Kinshasa la semaine dernière. Je voudrais terminer en parlant de la compétence des animateurs du système électoral en République démocratique du Congo. Il y avait avant l'ancien SEN, le secrétaire national, Corneille Nangaa, qui devient président, qui laisse la place à Ronsard Malonda, qu'on empêche de devenir président, et c'est Denis Kadima qui arrive. Tout le monde connaît bien son métier. Comment vous expliquez que la compétence congolaise avérée ne suffit pas à organiser de belles élections? Le politique tue tout? D'abord, je suis tout à fait d'accord avec vous que depuis 2004, les animateurs, les cadres de la CENI centrale et dans les différentes provinces ont acquis une expérience importante. Avec au sein l'appui de la communauté internationale, des partenaires dans les années auparavant. Bien entendu, comme je disais, les élections sont une compétition extrêmement acharnée partout dans le monde parce qu'il s'agit d'accès au pouvoir. Et dans ce contexte, bien entendu, les interactions et les jeux politiques, ils ont un rôle partout. Bien entendu, une commission électorale fait son travail d'administration, c'est un travail administratif pour organiser les élections au mieux, et j'espère que ça sera le cas pour les prochaines élections en 2023 en RDC. Vous connaissez bien Denis Kadima, est-ce qu'il pourra être l'homme de Félix Tshisekedi ou d'un système politique pour faire, à l'avantage de ce système politique, truquer une élection? Moi, je crois que M. Kadima, dans son expérience, comme je disais, avérée depuis 20 ans dans les différents pays, surtout africaines, en sachant qu'il a eu pas seulement un travail avec EISA, mais aussi avec le système des Nations Unies, donc où il a géré des projets des Nations Unies d'appui au processus électoral en Tunisie et au Soudan. Moi, ça a été un dommage que toutes les confessions religieuses n'aient pas trouvé un consensus entre eux et que des confessions religieuses sur 8 n'ont pas été d'accord avec la désignation de M. Kadima. Je crois que de toutes les façons, son expérience internationale et sa réputation aussi. Il a une bonne réputation. Hein? Il a une très bonne réputation. Je crois qu'il donne un bon garantie, ou devrait donner un bon garantie aux différents partis prenants du processus électoral. Bien entendu, maintenant, c'est arrivé. Il y a des questions qui ont été posées sur la table. Je crois que les déclarations des uns et des autres, j'espère, vont dans le sens de pouvoir travailler avec cette bureau de la CENI pour pouvoir commencer vraiment un dialogue sur les aspects opérationnels qui ont un impact politique. Et c'est là que M. Kadima et le bureau de la CENI et tous les cadres devront travailler pour pouvoir avoir un consensus sur les opérations électorales qui ont cet impact politique.